peuvent se croiser. Si tu tournes celui-là, tu risques pas de plier avec celui-là. Et c'est comme ça? Ça, tu le mets à la verticale. Comme ça? Ouais, tu mets comme ça. En biais, perpendiculaire à la... Ouais, parallèle à la soupape. Des fois, on voit des moteurs ici rentrer avec 60 000 sans être entretenus. C'est une catastrophe, quoi. Ouais, à ce point. Ouais, t'as quoi comme anecdote un peu, vraiment anecdote catastrophique? Sur des véhicules actuels ou anciens? Ouais, n'importe, le truc où tu t'es dit, là c'est abusé quand même ce qu'on me ramène. Donne-moi 2 secondes. Des moteurs qu'on démonte pour rien, parce qu'en fait, avec toute l'électronique de maintenant, tous les accessoires véhicules, on a tendance des fois à mettre la cause sur le moteur, alors que des fois c'est un accessoire du moteur. Je parle par exemple, je ne vais pas faire de vidéo là, je ne vais pas montrer des plans là-dessus, mais on a un moteur d'RS3 qui est rentré il y a quelques mois, et on a démonté le moteur récemment, parce qu'en fait, je ne peux pas confier ça à n'importe qui, puisque c'est des moteurs très pointus. Donc c'est mon chef d'atelier qui a démonté ça quand je lui ai mis dans le planning, parce qu'on est surbooké. Et le gros souci, c'est que le moteur, en démontage, évidemment, pareil, hein, je ne mets pas la pierre sur Pierre-Paul Jacques, c'est très compliqué de diagnostiquer une panne. Alors, des fois, on passe des semaines. Je parle bien de garagistes, je ne parle pas de nous. Nous, on démonte, on voit ce qu'il y a. Oui, après, il faut que le client accepte de démonter. Ça, c'est autre chose, parce qu'il y a des coûts. On est entre 4 et 12 heures de travail par moteur, ce qui représente un coût certain, quoi. Donc là, ici, on a démonté tout le moteur. On a tout nettoyé, évidemment, parce qu'il faut nettoyer pour mesurer. Et le souci, c'est que le moteur est nickel. Sauf que le problème, c'est que démontage, remontage, nous, pour donner une garantie, on ne peut pas changer, on ne peut pas remettre les vieux coussinets, on ne peut pas remettre les vieux segments, sauf accord du client, à ce moment-là, la garantie, elle tombe complètement, c'est 0 garantie. C'est dommage sur un moteur d'un véhicule de 60-70 000 euros. Je pense que c'est plus ou moins ça, une RS. Une RS3. Ouais, les phases 1, je crois que ça cote encore dans les 70 000. Ouais, c'est ça. Ça vaut les yeux de la tête. Alors généralement, les gens acceptent de changer ça. Ouais, on dit et sur des moteurs un peu sportifs origine, il n'y a pas de... Donc là, en gros, tu as démonté un moteur de RS3 complet, alors qu'il n'y a rien. C'est juste une pièce. Et là, on s'est retourné vers le turbo. J'attendais des nouvelles de l'usine qui fait les turbos, parce qu'évidemment, on peut mettre la faute sur le turbo, mais je leur envoie à l'usine. En gros, ça veut dire que le RS3 là, qui attend son moteur, il va subir un gros entretien du coup. En tout cas, là, il va redémarrer, il va être nickel, quoi. Ça c'est clair et net. Hein. Nouveau segment, nouveau coussinet, le véhicule, il tiendra encore 200 000 km, les finger in the nose, quoi. Si les entretiens sont faits, si les distributions sont faites, etc. Mais ça, il n'y a pas de souci. Là, le client, il ne va pas sortir avec une qualité moindre. C'est pas possible. Okay. Ou alors défaut. Erreur est humaine, ça peut arriver un défaut, mais on essaye au maximum de réduire les défauts. Et quand il y a un défaut, comme tu as pu voir tout à l'heure, le défaut d'ici, j'ai oublié de demander au client s'il avait des poussoirs mécaniques ou pas. Pour quand j'ai fait juste une culasse, j'ai fait les sièges de soupape, il avait des poussoirs mécaniques, il fallait faire un réglage soupape. Ils n'ont pas fait attention non plus. Ils ont tout monté et puis ils se sont remarqués qu'il n'y avait pas de compression. Au début, je pensais que c'était des poussoirs hydrauliques. Dans de très rares cas, ça arrive sous pression. C'est technique, ça ne sert à rien d'en parler. Là, la culasse a dû revenir ici pour refaire le réglage soupape que tu as pris des plans tantôt. Ouais. Ça, c'est pour l'anecdote, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Il faut juste savoir trouver des solutions et être commercial là-dessus. Exactement. Alors, la plus grosse aberration que j'ai vue, en termes de clients un peu simplets ou... N'importe, un truc qui t'a choqué, qui t'a marqué en fait dans ton métier. Alors, il y a 2 choses qui m'ont marqué. L'un, c'est parce que mauvaise clientèle, un Dodge Ram V10, donc c'est vraiment un beau bébé. Le SRT10, quoi. Ouais, c'est ça, un beau bébé. Le client était rentré ici, je ne citerai pas de nom, on peut partir en litige direct. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas citer de nom. Mais quelqu'un lui a mis du sable dans son moteur. Ah, pas cool. J'ai déjà eu ça sur du Porsche aussi, c'est vraiment pas cool parce que... ça se voit aussi en compétition voiture. Ouais. Compétition ou quoi, mais même dans... Ça se voit beaucoup dans les métiers... les entrepreneurs. Vu qu'ils sont surtout sur des chantiers, un petit malin vient mettre dans l'huile du sable ou de la terre. Et là, c'est une catastrophe directe. C'est moteur de A à Z. Hein. C'est arbre à cam,
changé, soupape, changé, guide, changé, tout de A à Z est flingué. Et le client a été voir ailleurs pour trouver des pièces, parce que je lui avais fait un devis pour des pièces, et il me disait « Ah, je trouve 2 fois moins cher ». Sauf que monsieur a été prendre à un importateur Dodge des coussinets, sauf que plutôt que de prendre des coussinets pour tout le moteur, parce que c'est un V10, c'est 10 cylindres, et donc c'est 6 paliers, parce que je pense qu'il y a par palier, entre 2 paliers, il y a deux pistons vu que c'est en V. Ouais, ah oui, oula, oui. Parce que c'est un peu technique, mais en gros, il avait une paire de coussinets de bielle, une paire de coussinets de palier. Et quand je lui ai montré les coussinets de bielle, je lui ai dit, il vous faut ça x 10. Et ça lui aurait, avec le prix qu'il a payé, ça lui a coûté les yeux de la tête. Le plus gros litige que j'ai eu, c'était ça. Sinon, en termes d'aberration, un client d'une Porsche 944 ou 911, véhicule assez ancien, pas quelque chose d'hier, donc vraiment les moteurs à plat. T'en as pas un de moteur à plat, justement, là-bas? Moteur à plat, j'ai cru voir ça, moi. Si vous voulez donner un exemple. Oh, j'ai un moteur intéressant à te montrer. Je pense que tu n'en as jamais vu. Ça, c'est pas un moteur à plat, ça? Celui-là, là. Non, c'est pas un moteur à plat. Celui-là, c'est le même que le bloc que tu as sur la rectifieuse. C'est le bloc. C'est le bloc. Non, je n'ai pas de moteur à plat, malheureusement, ici. J'ai des gros ancêtres à certains endroits, j'ai de l'Alfa Romeo, mais je n'ai pas de moteur à plat actuellement. J'ai pas de Porsche, pas de Cox. En gros, il s'est fait voler son véhicule. Donc le propriétaire de la Porsche s'est fait voler son véhicule. Les jeunes qui lui ont volé ont fait du rodéo avec. Et le véhicule a été abandonné parce qu'il a été le moteur cassé. Ils sont montés dans les tours, etc. Et on avait les 3 cylindres du même côté. Les pistons étaient inexistants. Ah ouais. Piston pulvérisé, il restait juste l'axe. Piston était dans le carter, les 3 pistons. Et c'était là vraiment le plus gros dégât, on va dire, que tu as vu. Dégâts que j'ai pu voir, c'est vraiment là, c'est du plus gros, quoi. Et c'est quoi que vous faites le plus souvent en termes de travaux, on va dire? Actuellement, on fait beaucoup les culasses, évidemment, parce que c'est vraiment la panne. Pour les joints de culasse et tout ça. Voilà, joints de culasse, etc. Sur de l'ancien comme du nouveau. Ça arrive beaucoup moins. On a eu la discussion avec... mon père a eu la discussion avec son personnel il y a une quinzaine d'années. Ils se sont rendus compte que c'était un marché qui allait se perdre. Il y a toujours des problèmes de joints de culasse sur certains modèles, des modèles qui n'en ont jamais. Mais plus on avance dans le temps, moins il y a de problèmes de joints de culasse. Il y a 30 ans, les problèmes de joints de culasse, on ne faisait pas des gros yeux pour ça. Ça se démontait très facilement, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas... Maintenant, un moteur, c'est une usine à gaz. Pour démonter une culasse, des fois, il faut, comme on a discuté tantôt avec le chef d'atelier d'un garage, Kia, il faut déposer le berceau complet. Le moteur doit être par terre, quoi. Et des fois, ça pardonne pas, quoi. C'est vrai que c'est pas comme un TU que tu dois démonter ton petit TU là, qui est connu pour sa tout à fait. TU, tous ces moteurs des années 80-90, pas de souci. Ouais, ça se démonte facilement, ça se remonte facilement. Et ça te prend longtemps à faire un joint de culasse, entre guillemets? Un joint de culasse, en fait, ici, je suis vraiment dans la partie, là, entre guillemets, qui prend le moins de temps. Pourquoi? Parce qu'on m'amène la pièce à usiner. Ouais. Donc, si le garage veut gagner des coups, il démonte tout. Donc, il n'y a plus rien sur la culasse. Des fois, même quand les soupapes dépassent, puisqu'on ne va pas rectifier les soupapes avec la culasse pour les foutre en l'air. On démonte toutes les soupapes. Quand c'est le cas, c'est pas souvent le cas. Soit les soupapes sont encore montées ou démontées, mais on rabote la culasse. On fait souvent une mise sous pression avant. Je t'ai pas montré le bain de mise sous pression parce que c'est vraiment une bassine d'eau qu'on fait chauffer et on la culasse dedans avec un circuit d'air pour vérifier s'il y a des bulles. S'il y a de l'air qui sort. Voilà. S'il y a pas allez, on va dire 19 culasses sur 20 ne sont pas fissurées. Il faut pas lever les yeux. Il faut juste connaître le risque. Il y a un risque que les culasses fissurent. Est-ce que le client prend le risque ou pas de faire la mise sous pression ou pas? C'est une soixantaine d'euros. Est-ce que ça vaut la peine d'une soixantaine d'euros contre 15 heures de travail derrière? Ouais, c'est pas faux. Voilà, souvent on le fait, on le conseille vivement au client. Et après, on fait un dressage. Donc le dressage, comme vous avez pu voir sur le blog tout à l'heure, on remet à plat. Bien souvent, quand le client arrête assez rapidement après une chauffe moteur, pas de souci, on prend un dixième. Un dixième, c'est la passe minimum. Comme j'expliquais tout à l'heure, les joints de culasse, petit tips, les joints de culasse pour les surépaisseurs, c'est vraiment quand on prend sur le bloc moteur ou quand on prend énormément sur la culasse.
Parce que 1/10 pris sur une culasse, c'est rien du tout. On prend la même épaisseur, parce qu'il n'y a que 3 épaisseurs bien souvent. Et souvent, c'est à l'origine qui dit c'est le premier, deuxième ou le troisième cran. Souvent, c'est le deuxième ou le premier. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir mettre l'épaisseur la plus grosse à chaque fois, parce que la réparation d'après, on ne sait pas ce qui a été monté à l'origine. Et des fois, quand le client, il traîne avec une consommation, il se dit « Ah, ça va me coûter cher », il traîne 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une consommation à l'eau, il remet de l'eau, pas de souci. On se retrouve avec des fois des culasses qui sont voilées de plus de 5/10. À partir de 5/10 qu'on prend sur le plan de joint, on se pose la question, et on pose la question au client, est-ce que ça vaut la peine de la remonter? Le problème, c'est que tout le travail a été fait en amont, puisqu'on voit combien on doit prendre une fois que ça a été pris. Ah oui, ouais. C'est ça qui est un peu délicat. C'est vraiment, on voit entre les cylindres, souvent là où ça chauffe, c'est entre les cylindres, on voit qu'on ne prend pas. On prend aux 4 coins. Si tu veux prendre un plan de joint de culasse que je puisse te montrer, si tu veux. Ouais, celui qu'il y avait sur la machine en bas. C'est un bloc, c'est peut-être pas approprié pour une culasse. Moi, je peux montrer une culasse de Perkins là. Donc c'est de l'agricole aussi, industriel. Mais bien souvent, pas sur les Perkins, mais là on peut voir aussi que là, au niveau du goujon, là et là, il y a eu une fuite. Et donc c'est le joint de culasse qui fuit. Mais bien souvent, quand on parce que s'il n'y a pas de fuite, ça serait comme là, ça serait gris. Ça. Tout à fait. Les fuites se voient assez bien sur les culasses en proprement parler. Des fois, ça se voit pas trop bien, mais des fois, ça se voit. Si c'est tout noir, c'est noir de calamine. Il y a le feu qui est passé. Sur les culasses aluminium actuelles, bien souvent, on reprend sur les 4 coins, donc on se tangente, on se met à 100% au centième près. On prend notre 10e de rectification et on remarque que souvent, quand il faut prendre plus, entre les cylindres, il y a un endroit où on n'est pas passé. Mais c'est pas parce qu'on s'est mal réglé, parce que la culasse est dévoilée. Ouais, les volets, ouais. Donc bien souvent, c'est ça. Et quand il y a des gros creux, soit on recharge, soit... Parce qu'un joint de culasse, c'est quoi que tu reprends le plus souvent? C'est la culasse ou c'est le... La culasse, pas le bloc. Ah, le bloc, c'est vraiment rare. C'est rare, ouais. Conseil aussi, si vous faites un joint de culasse chez vous, vous-même, vérifiez toujours l'état de surface du bloc. Nettoyez-le bien. Parce que un peu de papier de verre très fin. Avec une cale à poncer. N'utilisez pas de ponceuse. Faites pas cette aberration-là parce que là, vous êtes beau pour refaire le bloc. Non, bien souvent, le bloc n'a rien. Dans de très rares cas, je dis toujours à mes clients, faites attention, ça peut arriver que le bloc ait quelque chose. Là, on s'engage dans des frais beaucoup plus grands, non pas en rectification, puisque la rectification de culasse ou de bloc, ça prend un peu plus de temps à bloc, mais c'est pas non plus une fortune. C'est surtout démontage, remontage du moteur, quoi. Parce qu'on je peux pas dire je prends le bloc avec piston vilebrequin dedans et le mettre sur ma machine. Parce que là, avec toute la limaille, vous allez vers une casse moteur. Mais tu saurais me dire quand même une fourchette de prix si c'est un petit 1,4 litre TU. Je te ramène juste la culasse avec les soupapes tout le haut moteur. Culasse, donc pour un 4 cylindres, mis sous pression dressage. Donc je veux bien le contrôle des circuits d'eau et le dressage du plan de joint sans démontage préalable. Donc s'il n'y a pas d'arbre à cam à démonter ou quoi que ce soit. En fourchette, on est hors TVA à environ 200 €. Okay. Là, prix client, on est environ 210 € à l'heure actuelle. Pour un bloc, démontage, remontage, au moins cher, on est plus sur 800 €. Quoi. Ah ouais, parce qu'il faut démonter. Si on apporte le bloc moteur sans culasse, avec juste vilebrequin, piston, bielle, démontage, remontage, on est entre 800 et 1000 € hors TVA. Quoi. Ouais. Parce que il faut fournir des pièces, etc., que la culasse, pas forcément. Le joint de culasse, quoi, mais je veux dire, nous, quand on démonte et quand on monte, on change les coussinets, on change les segments. C'est le minimum qu'on change sur un bloc moteur. Okay. Et donc, pour pouvoir faire le plan de joie du bloc, il faut tout démonter, quoi. Parce que la moindre limaille qui va se loger dans un mauvais endroit, ça raye le moteur et ça le fout en l'air. Et là, on rentre dans des frais beaucoup plus importants. Okay. Qui vaut même pas en parler. Donc si vous êtes devant le cas un jour qu'il faut rectifier un bloc, faut tout démonter. Si vous voulez rectifier sans démonter, déjà ça prend beaucoup plus de temps à rectifier puisque la mise en place avec un carter et tout ça, c'est pas évident. Et en plus, il n'y a pas de garantie. Donc c'est délicat. Si tu veux montrer des choses que toi qui t'intéresse à montrer ou quoi que ce soit, que je pense pas forcément. Je pense pas forcément, mais je pense qu'on a vraiment fait pas mal le tour. Ouais, en plus là j'ai 46 minutes de là, en sachant que mes vidéos c'est 40 minutes. Ouais, voilà, de toute façon tu feras des coupes. Hein. Ah oui, tout ce qui est blanc. Proprement, je t'ai pas montré l'autre partie de l'atelier parce que c'est de l'usinage classique, c'est tournage fraisage. On a encore un atelier d'usinage uniquement pour
pour des besoins internes au moteur, quoi. On Ouais, fait ouais, plus de tournage fraisage. Alors, qu'est-ce que je veux montrer? Je vais montrer un truc en dernier, mais plus pour la rareté de la chose. C'est cette machine-là. Et c'est quoi que tu fais là, en gros? Donc là, ici, le client m'a fourni lui-même des pistons pour pouvoir les mettre en taille plus grande. Pour ceux qui se posent la question, on ne gagne pas vraiment en centimètres cubes, on gagne quelques centimètres cubes, c'est pas vraiment ça. Généralement, il faut prendre plusieurs millimètres. Tu vas pas passer d'un 1,3 litre à un 1,5 litre, quoi. Avec une cote réparation, non. Par contre, je pense que c'est le TU, sur des moteurs d'époque, sur le moteur de maintenant, ça se fait plus, ça. Il n'y a plus de différence. Mais à l'époque, ils avaient souvent un bloc moteur pour plusieurs cylindrées. Et donc, on prenait les pistons d'un autre moteur, on réalisait peut-être 2-3 mm au-dessus, ce qui est énorme, 2-3 mm. Parce que là, quand on fait une cote réparation, c'est entre 0,25, 0,50. Donc, c'est pas grand-chose, on ne gagne pas. Mais quand on prend plusieurs millimètres, on peut aller jusqu'à gagner plusieurs cylindrées, quoi. Donc là, ici, le client nous a fourni lui-même, parce que c'est de l'ancêtre, c'est très spécifique, c'est du Ford ET, des pistons en cote réparation qu'on doit adapter à ces cylindres. Qu'on doit adapter les cylindres à ces pistons, à la cote qu'il nous a donnée. Oh, okay. Parce que là, il y a quoi dedans? Il y a les pistons, il y a quoi? Oui, là, les pistons, il les a mis juste pour le stockage. Ah, parce que là, c'est les pistons retournés, voilà. Alors, à l'envers. Ne mettez pas vos pistons comme ça, parce que là, ici, ça en cote réparation, le piston, je ne savais pas si... les pistons ne sont pas cylindriques parfaitement. Ils sont à la fois elliptiques et coniques sur la longueur. Mais là, sur ce genre de... c'est une très vieille conception, ça. Même si c'est si vieux que ça, c'est combien la mesure c'est des microns, en fait, que tu travailles? Non, micron, non, quand même pas. Non, c'est pas 10 microns? On travaille au centième. Au centième? Ouais, au centième. Ouais. Micron, sur des machines comme ça, on pourrait s'amuser à mesurer au micron, mais techniquement parlant, ça n'a aucune incidence. Ouais. C'est vraiment si on veut travailler sur de l'horlogerie ou des choses comme ça, ou faire des pièces, je parle en termes d'usinage, des pièces pour des cabinets de dentistes et tout ça, j'ai déjà entendu parler des choses comme ça, mais en termes de moteur à proprement parler, on ne travaille pas au micron. Ouais. Celui qui me dit demain qu'il sait mesurer au micron, c'est mesurer au laser le micron. Hein. Okay. On peut mesurer à la limite jusqu'à 5 microns, un demi-centième, donc 5 microns, mais on ne va pas jusque-là. Travailler au centième, c'est déjà top. C'est déjà précis, top. Ouais. C'est déjà précis. J'ai une question bête, m'insulte pas. Hein. Ouais, mais est-ce que tu sais fiabiliser mon 1 litre de PureTech qui est tombé en panne? Fiabiliser le 1 litre de PureTech. Ouais. Imaginons là demain, j'ai mon 1 litre de PureTech, j'ai un piston qui a fondu. Ouais. Après, je peux le réparer. Ouais, tu peux Maintenant, le réparer. te dire que tu vas faire 300 000 km après, je ne pourrais pas te le garantir. Ouais. Je peux te le réparer à neuf. Donc là, ici, il existe des pistons. Et vraiment, honnêtement, d'un point de vue prix, c'est pas cher. Je veux dire, je ne connais pas les prix actuels, parce que ça fait bien 6 mois que je n'ai pas recommandé des pistons pour un PureTech. Mais on est sur du 50-60 € pièce. Le piston, je ne sais pas si tu représentes ce que ça représente. En quoi, en origine Peugeot, tu parles ou... Non, en cote réparation, donc c'est du Kobelschmidt, c'est fabrication allemande. Et on monte ça sur les PureTech, sur ceux qui arrivent ici avec des problèmes de cylindrée, et ils repartent et ils sont remis à neuf, quoi. Okay. Là, oui, vous remettez un moteur comme s'il était neuf, oui, il fera ses kilomètres. Il fera 150 000, 200 000. Mais bon, le parce moteur, que tant qu'il y a le problème qui revienne, quoi. Le prix actuel d'un litre de PureTech d'occasion, c'est à peu près 3 500, 4 000 €. Ça va dépendre. Le problème, c'est que d'une occasion... Tu sais pas ce que tu as. Et toi, en réparation... En réparation, ça dépend un peu. J'ai beaucoup de garages depuis que j'ai énormément de boulot, parce qu'il y a beaucoup qui ont arrêté. Le métier est en voie de disparition. On était 4 dans la région, on n'est plus que... 4 gros, entre guillemets, parce qu'il y a des petites structures qui sont tout seuls. Là, ici, on a vraiment réduit, mais à l'époque, on était vraiment beaucoup plus gros. Il y en a 2 qui ont arrêté en 2 semaines. Ah oui, ouais. Début 2024. Donc, on a eu une quantité de travail qui est arrivée beaucoup plus importante. On a commencé à conseiller aux clients de démonter eux-mêmes la culasse, de nous apporter, s'il y avait un problème au bloc, de nous apporter le bloc et la culasse à part. Comme ça, on a moins de remontage à faire. Un peu plus de temps. Ils gagnent aussi de l'argent. Ils gagnent aussi de l'argent, ouais, exact, s'ils y arrivent d'eux-mêmes. Si on nous apporte juste les pièces à usiner et qu'il n'y a pas de remontage, il y a du gain. Ça, il n'y a pas de problème. Et bien souvent, on a des garages qui nous ont déposé juste le bas moteur du PureTech.
Donc on a refait à neuf le PureTech. Le vilebrequin n'est pas un problème en général sur le PureTech. Il ne sert pas, donc on a juste à faire la cylindrée. Et c'est moins cher vu que c'est un 3 cylindres et pas un 4, du coup? Oui, c'est proportionnel. Hein. Oui. C'est en moyenne, je pense qu'on a 500 € de différence sur la réparation. Une réparation de... Un 1,6 litre CHP qui n'est pas aussi très fiable, tu me diras. Oui, voilà, par exemple. Mais que je prenne un 1,4 litre ou un 1,6 litre, ici, nous, on travaille en termes de cote. Donc, évidemment, ça sera légèrement plus cher de réparer un 2 litres qu'un 1,4 litre, par exemple, ou un 1,6 litre, parce que c'est en fonction de la cote. Mais on a des grilles tarifaires. Ça, de toute façon, je ne les fournis pas, les grilles tarifaires, parce que c'est moi qui calcule les prix. Mais on a des grilles tarifaires en fonction entre 85 et 95 mm. Tout ce qui est en dessous de 85, donc tous les petits moteurs, le PureTech en fait partie, on est vraiment dans la tranche la plus basse des alaisages. C'est vraiment le prix moins cher parce que c'est des petits alaisages, c'est pas cher, ça va vite. Quoi. Ok. Que si je prends ici on est sur, on passe le 95 mm, on a un 96.9, 96.7 plutôt. Là ici, on est vraiment donc, sur. 96, on prend plus de temps. 96, tout à fait. Parce que les Français vont être pour les Français, tout à fait. On est vraiment sur des temps de travail beaucoup plus longs. Voilà, même si c'est la machine qui travaille, c'est plus lourd, la manutention est plus lourde qu'un petit PureTech. Grosso modo, et il est là la différence. Hein, c'est pas une question de précision ou autre, c'est pas une question si je fais un Ferrari ou un Peugeot. Le prix, moi ici, le prix c'est le prix. On travaille sur la matière, on ne travaille pas sur le prestige du véhicule. Ou même le client, parce que je sais qu'il y a des garagistes ou des gens qui font ton métier, c'est un peu à la tête du client, ça faut le dire. Il y a un peu de tout. Il y a des enseignes, je ne citerai pas les noms, qui ont de très mauvaises réputations là-dessus. Je sais que dans les années 90, j'ai une anecdote que mon grand-père m'avait racontée, qu'un confrère, parce que je les appelle confrères, hein, les autres sociétés du métier, c'est pas vraiment de la concurrence, il y a du travail pour tout le monde. Mais ils avaient tendance à, quand il n'y avait pas besoin de changer les pistons, ils passaient en cote réparation, ils facturaient quand même les pistons sans les changer. Quoi. C'est un peu du vol. Quoi. Oui, de toute façon, il y a de tout. Hein, il y a de tout dans le métier, dans tous les métiers, dans les garagistes. Faut faire confiance à son garagiste. Hein. Faut pas remettre en question tout, hein, ça sert à rien. Nous, on a tendance à remettre les vieilles pièces pour bien montrer que, regardez, les pistons ont été changés, ça c'est les vieux. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, je ne vais pas trop douter, hein, parce que vu qu'il y a des moteurs de partout démontés avec des fiches de travail, je pense que vous travaillez plutôt bien. Je vais être honnête, si je peux éviter d'avoir des garanties et des problèmes avec la clientèle. Faut en vivre quand même de son métier. Faut en vivre de son métier, et surtout, un client mécontent du travail parce qu'il y a un défaut, il faut trouver une solution. Oui, parce que autant il peut avoir des erreurs. Autant peut avoir des erreurs, autant faut bien réagir. Quoi. Ouais, voilà. Il y a des sociétés qui sont plus grosses que nous et qui ont tendance, au premier problème, à dire pas de garantie, allez voir ailleurs. Tu sais, j'ai envie de te dire, hein, comme on parle depuis tout à l'heure du 1,2 litre PureTech, c'est exactement ça. Hein, Stellantis ferme les yeux en mode. Tout à fait. Ils ont fermé les yeux. Maintenant. Oui, ils ont tellement pris la sauce sur la tête. Ils ont tellement pris la sauce au tribunal qu'ils ont compris qu'ils devaient arrêter de prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Bon, voilà, il y a peut-être un moteur à te montrer qui est actuel, celui-là. Il faut juste que je le trouve. C'est la culasse ici. En plus, je voulais poser la question parce qu'il me dit quelque chose, ce moteur-là. Ouais, Renault Scénic. La cylindrée, je ne saurais pas te le dire. Il faut que j'aille voir au bureau si tu veux que j'aille voir juste après. Ça doit être un 1,6 certainement. C'est pour ça qu'il me dit quelque chose, parce que mon pote, il travaille sur Problème de joint de culasse. Il m'a fait venir le bloc parce qu'il avait des problèmes Il avait des marques d'eau dans les cylindres. Donc ça, c'est assez récent. C'est du code 2016-2017. Oui, c'est très récent, 2018, je crois. Ouais. On peut voir le plan de joint très caractéristique de ce véhicule-là, des arbres à cam, vraiment en V comme ça. Une saloperie à travailler. Hein, désolé pour le terme. Donc ici, c'est pour vraiment le travail sur le véhicule. Ils ont imaginé ça, ils ont arrêté. Hein, donc là, tu dois le surfacer, c'est ça ? Le bloc qu'on doit surfacer, la culasse on doit surfacer, mais le problème qu'on a constaté, c'est qu'il a fortement chauffé. Et les cylindres, comme on peut voir, si tu veux voir ici, si je peux te montrer un truc un peu technique. Ouais, alors, sur beaucoup de véhicules, c'est pas le plus courant, c'est pas les moteurs qui sont plus souvent. Il y a les conduits d'eau
sont tout autour des chemises comme cela. Et donc la structure de la chemise, en proprement parler, est pas exceptionnelle. Et on se retrouve souvent avec des cylindres qui s'ovalisent. Ouais, Et là, parce qu'en ici, fait, c'est pas comme des gros en fonte où. il y a une plus chemise solide. en fonte, hein, attention. Ouais, c'est quand même une chemise en fonte C'est là-dedans. toujours de la fonte. Sauf sur les blocs en alusil ou en icasil. Ça, c'est un traitement spécial de surface. Mais là, ici, on est vraiment sur un bloc fonte classique. Donc, il y a des codes de réparation qui existent. À partir du moment où il n'y a pas de code de réparation qui existe, bien souvent, c'est qu'il y a un traitement par derrière. On peut toujours chemiser. C'est pas un souci. On peut sauver des traitements qui ont lâché, des traitements d'icasil. On faisait beaucoup ça à l'époque. On en fait beaucoup moins parce que bien souvent, on les envoie en réparation de traitement. On refait le traitement. Mais là, ici, vraiment, c'est un problème de cylindres qui ont été ovalisés. On est sur du 1/10, ce qui est énorme pour du véhicule actuel. Là, si on remonte ainsi, sans changer la cylindrée, sans chemiser, sans quoi que ce soit, on est sur une grosse consommation à l'huile. Proprement parlé, les consommations à l'huile sur les PureTech, le problème est là. C'est la cylindrée. On dit que c'est les segments qui se colmatent. J'en ai fait 3 en 4 mois l'année dernière. J'en ai pas vu cette année-ci, mais ça va venir, hein, c'est du va-et-vient. Bien souvent, c'est les cylindres qui s'ovalisent, surtout le cylindre du milieu qui est moins bon refroidissement. Quoi, sur le 3 cylindres. Ici, le 4 cylindres, c'est les 2 du centre. Mais voilà, pour l'anecdote. En fait, il a le même problème que tu veux dire. Il a le même genre de problème. Là, ici, il a eu un problème d'eau. Hein. Il n'a pas eu. Initialement, le problème n'est pas là. Ici, le problème de consommation à l'huile, il n'y a pas eu de problème de consommation à l'huile. Le client n'a pas constaté ça. Mais vu qu'il y a eu une forte surchauffe des cylindres, ça s'est ovalisé. Et si on répare le moteur sans réparer cette partie-là, il y aura une consommation à l'huile sur le très court terme. Et donc après, on va se dire, le problème n'était pas là avant, ça vient du garage. Et là, on part dans des discussions. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Voilà, les conséquences des causes. On constate le problème, on répare, je fais un devis. Là, ici, des pièces introuvables, comme on en a discuté tantôt, il peut y avoir des pièces introuvables. Ici, les pistons sont introuvables. On sait avoir que du code standard. Donc là, ici, j'ai donné les références au client qui est un garagiste. Je lui ai dit, écoute, si tu trouves sur Internet les pistons, tu me les apportes, je m'en fous. Je ne veux pas gagner. Mon but n'est pas de faire un chemisage pour le plaisir, parce que le chemisage, en termes de coût par rapport à un simple alésage en code réparation, on est sur du 3 fois le prix de la partie usinage à proprement parler, donc c'est très très élevé, quoi. Donc c'est un sauvetage du moteur pour éviter de le mettre à la poubelle, quoi. Ah oui, ouais. C'est plus dans ce ordre. Ça aurait pas coûté moins cher de racheter un moteur d'occasion s'il y avait du. L'occasion, c'est toujours moins cher, je veux dire. Mais le problème, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est de la loterie. Ouais, c'est un peu de la loterie. Je pense que personnellement, tu as eu quelqu'un qui s'est fait avoir. Frère, il a acheté 2 moteurs pour le. C'est moteur d'occasion. Sa BM et. Moteur d'occasion, il y a des voleurs. Et là, plus que vous trouverez plus facilement un vendeur de moteur d'occasion qui est un voleur qu'un garagiste qui vous fait des réparations qui est lui-même un voleur. Les garagistes sont plus fiables que des vendeurs d'occasion, croyez-moi. De moteurs d'occasion, je parle. Vendeurs d'occasion tout court aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. C'est très délicat de nos jours de trouver des véhicules. Tu m'as posé la question tantôt si je préférais le TS. C'était soit le 1,2 litre de chez Renault, le TCE, alors, TSE, je sais plus. À l'époque, Renault, je ne pouvais pas les encadrer. Maintenant, s'il y a bien une branche de chez Renault que je peux conseiller, c'est Dacia. Ils ont vraiment eu un upgrade niveau confort, parce qu'avant, c'était vraiment c'est vraiment fonctionnel. Maintenant, ils ont quand même inclus un peu de confort dans leur véhicule. Et vraiment, si on veut ne pas avoir de problème, généralement, Dacia, c'est un très bon choix. C'est pas pour faire de la pub, je ne roule pas en Dacia. Tu parles en voiture pas trop chère, essence, qui reste fiable. Si on cherche quelque chose de pas cher et fiable, quoi. Vraiment, Dacia, ils ont upgrade leur gamme, parce qu'avant, ils avaient vraiment du bas de gamme. Quand je parle niveau confort et tout ça, c'était vraiment... s'ils avaient l'autoradio, c'était... ouh. Ouais, c'est vrai, j'en ai vu. Ouais. Maintenant, ils ont GPS intégré et tout ça, donc honnêtement, vous prenez une Dacia full option, niveau prix, vous vous en sortez. Niveau entretien, Dacia est très correct. Renault, c'est européen, donc vous n'allez pas avoir des grosses surprises. Même si Peugeot peut faire de grosses surprises, ça reste quelque chose, fabrication européenne, que si vous prenez du japonais... les japonais, quand ça roule, que ce soit Mitsubishi, Suzuki, Mazda. Quand ça roule, ça roule. Par contre, quand ça roule plus, là, les frais
monte très très fort, quoi. Ouais, c'est autre chose. Mais c'est vrai que tout ce qui est asiatique, je parle asiatique japonais, hein, je parle pas du reste, très fiable. Très très fiable. Ok. Éviter tout ce qui est chinoiserie, les reproductions, les Sangyang. Sangyang peut avoir de très bons véhicules, mais le problème c'est que... Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une marque qui n'existe plus de toute façon. Donc, Ouais, on n'en je sais entend même plus pas beaucoup si ça parler. existe. Ouais. Bah, ça existe, hein, mais ils sont un peu en sous-marin, quoi. Ouais, donc si tu veux des pièces et tout, c'est un peu Ah ouais, non, compliqué, si tu veux hein. des pièces. J'ai un client qui est spécialiste un petit indépendant, qui est spécialiste pour récolter toutes les merdes que tous les autres ne veulent pas, désolé pour le terme. Et 3 fois sur 10, c'est une Sangyang qui me rapporte. Un Villebrequin de Sangyang, il me fait, tu peux trouver des coussinets. Je lui fais, écoute, tu me poses la question à chaque fois, je te dis, ok, tu dois me fournir des coussinets autant. Et il se fournit en Chine, il faut 3-4 semaines, au plus vite pour avoir quelque chose, quoi. Sans Ouais. parler du prix et tout ça, quoi. Donc le plus vite qui est à Voilà. moi, quoi. Ouais, c'est ça. peu Alors compliqué. qu'ici, bah, si je prends quelque chose qui est de stock chez nos grossistes, bah, du jour au lendemain, je les ai. Ouais. Et après, bah, la réparation peut prendre un peu de temps parce qu'on a du délai, mais sur des trucs ultra urgents, en une semaine, c'est fait, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment actuel, dans les petites voitures, entre guillemets. C'est pas des grosses marques de luxe, etc., quoi. Ouais. Je dois être honnête, de tout ce qui est Ferrari et tout ça, on n'en voit pas tellement parce que les gens vont à l'origine, évidemment, parce qu'ils ont les sous pour y aller. C'est vraiment une fois que le véhicule passe la garantie et que les gens ont acheté soit de l'occasion, soit veulent continuer la durée de vie. Ouais. Problème aussi qui est fort actuel, beaucoup sur les moteurs d'il y a 5 à 10 ans, la segmentation dans le groupe VAG sur les 5 cylindres. Beaucoup de problèmes de segmentation. Ils ont réglé le problème sur les véhicules vraiment actuels, mais sur les Quand véhicules tu dis un peu plus VAG, anciens. si ça parle pas aux gens, c'est quoi? Ouais, excuse-moi. Audi VW. Ouais, groupe Volkswagen. Ouais. Groupe Volkswagen, ouais. Groupe Volkswagen, Audi et le G, je sais plus ce que c'était. Bah, Volkswagen, Skoda, Porsche, Oui, tout à fait, tout ça. Seat. Bah, Porsche n'ont pas ce problème-là, mais c'est beaucoup les 5 cylindres de chez Audi. Ils ont eu ce le problème-là. 5 cylindres, ouais. C'est les 5 cylindres d'il y a entre 5 et 15 ans. Ils ont tous eu ce problème-là. Le segment du haut avait ce souci-là. Et les fabricants de pièces ce qu'on appelle l'aftermarket, donc tous les fabricants qui fabriquent pour l'origine, mais qui vendent de leur côté, ont fait une mise à jour de tous les pistons, etc., pour avoir des segments plus épais et avoir vraiment une fiabilité meilleure, quoi. Mais c'était un problème connu chez eux, quoi. De sortir des choses, hein. Donc là, on est sur quoi, là? Alors, c'est un moteur de Mazda RX-7 de 73. 73. Équivalent à un 2 litres 1. Cylindrée réel, 1 litre. Bah, cylindrée mesurée, 1 litre 2, équivalent à 2 litres 1. Des vraies petites bombes qui ont eu leurs problèmes. Bon, là, ici, l'anecdote, c'est que c'est mon véhicule privé. Ouais. Que j'ai voulu refaire en 2016, c'était mon projet. J'ai abandonné le projet quand j'ai racheté un véhicule en 2019 qui avait juste un souci de carburateur. Je n'ai pas, coordonné plus mal chaussé et je n'ai pas pu réparer ce véhicule-là. Ouais, pas encore pris le temps surtout de réparer ce véhicule-là, je l'ai toujours. Parce que j'ai racheté en 2020 une Mazda RX-7 de 89, donc la phase 2. T'aimes te faire mal, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais celle-là, elle avait 30 000 km. Ah oui, oh. Là, actuellement, elle a beaucoup roulé. 35 000, j'ai fait 5 000 km avec. Et là, ouais, non, un vrai plaisir. Et vu que j'ai un véhicule roulant, j'ai pas pris la peine de réparer. Mais je vais te préparer tes plans de coupe, si tu veux. Je vais faire de la place sur cette table-là. Mais pourquoi tu veux expliquer quelque chose en particulier dessus? Non, si tu veux des plans de coupe d'un moteur rotatif, parce que ça c'est pas courant et les gens sont fortement intéressés. Mais ça, tu sais refaire des moteurs rotatifs? On n'en fait pas ici parce que, proprement parlé, on n'en a jamais fait. Je me suis intéressé moi-même à en réparer un, mais je n'ai pas réparé moi-même. Bah, j'ai commencé à le réparer et j'ai pas pris le temps de le finir. C'est sympa quand même à regarder. Mais c'est très particulier et c'est pour ça que je disais que ça peut intéresser, si tu veux faire un peu le buzz, ben voilà, moteur rotatif démonté, pas courant, quoi. Je crois que c'est dans le sud de la France que tu trouves le premier réparateur de moteur rotatif. Ah oui, ok. Et donc, ça, c'est tout le bloc moteur du moteur rotatif, ça. Tout à fait, au-dessus. Que j'ai repeint en son temps. Ici, j'ai changé les segments qui ont pris un peu de couleur avec le temps. Et donc, Ouais, j'aime bien. je peux te montrer. Ah,
sépare les tranches de jambon. Ah oui, les tranches de jambon. on sépare les tranches de jambon. Là, c'est le carter à fond plat. Que j'ai fait rectifier, parce qu'il y avait un défaut de 1/10, on était à la cote tolérance, et j'ai fait rectifier ça. On était hors tolérance sur ma machine de rectifieuse plane, chose qu'on utilise très peu. C'est excellent quand même quand tu regardes. Ah oui, là, c'est une patate. Tu sors le moteur comme ça, normal. C'est une patate. Ah, les Américains prennent 30 minutes, démontage-remontage compris. Ah oui, d'accord. Hallucinant. Des vidéos de démontage-remontage de ça. Dommage que ça n'ait pas été fiable, ces trucs-là. On va dire que c'est comme le PureTech, c'est comment on l'entretient. Le N47, on va dire ça. Le N47 Ça dépend comment on l'entretient. Entretenu, c'est intuable. Fais gaffe, hein, parce qu'il y a tous ceux qui les aiment pas qui vont cracher dessus. Hein. Ça Du moteur, je parle. Du moteur ce moteur-là rotatif. Ouais. Moteur rotatif, consommation à l'huile. C'est ce qui est le plus souvent le cas, c'est consommation à l'huile, parce que naturellement, il consomme de l'huile. Ici, le système de segmentation était auto-lubrifié. Donc forcément, il consommait sa propre huile. Mais c'était ce qu'on appelle plus vulgairement un piston, mais c'est un rotor. Ils avaient 3 phases de compression en même temps. Donc ils avaient 3 temps moteurs sur un cycle. Après, un des plus beaux bruits moteurs, faut se le dire, c'est celui-là. Ah, si tu veux, une fois, si tu n'en as jamais vu des véhicules comme ça, si tu veux une fois, tu reviens et je sors la Mazda, quoi. Ouais, c'est intéressant. J'ai moteur d'origine, ce n'est pas le turbo, donc c'est pas le plus intéressant, mais ça reste le 150 chevaux d'époque. Ah, mais s'il est en Atmo, ça veut dire que c'est celui qui monte le plus haut dans les tours, non? Ou je dis une bêtise? Je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne m'y connais pas assez, je vais être honnête. Ouais, normalement, quand tu as un turbo, c'est sur un moteur standard, quoi. Sur un moteur standard. Maintenant, voilà, c'est des moteurs qui montaient à 200 chevaux dans les années 80 avec ça. Ouais, c'était déjà pas mal. Hein. C'était déjà énorme. Voilà, ici, là, c'est les flasques, et ça, c'était ce qu'on appelle le cylindre. Ouais, on pourrait dire, le cylindre, c'est ça que j'allais dire en plus. Dedans. On croirait le cylindre, du coup. C'est en gros, équivalent. La compression, elle se fait ici, c'est ça? En fait, elle se fait ici et sur les 2 flasques du côté. D'où voilà, quand c'est bien entretenu, ça tient. Le gros problème, et ça, les gens ont pu le constater, les propriétaires, ceux qui n'étaient pas fort amateurs de ça, tous les 100 000, il fallait ouvrir. Ouais, tous les 100 000. Et là, pour l'époque, tous les 100 000 ouvrir, ça faisait beaucoup. Ok. Mais pour quelqu'un qui connaissait ça, aux États-Unis, comme je vous dis, c'est friand à crever. 30 minutes, démonter, remonter. Les spécialistes, c'est dingue. Et ils ont des Mazda, on refait des lignes de refabrication, de rotor, de stator, ils ont tout refait. Après, si tu as un message à passer dans la vidéo et que tu as besoin de pièces ou je sais pas quoi, Ah peut non, t'aider. j'ai pas besoin de pièces, j'ai juste besoin de temps. De temps pour De moi. On va essayer d'appeler Doctor Strange qui a reculé un peu le temps. Ouais, voilà. Ouais, franchement, si je pouvais prendre plus de temps pour faire ça, bon, entre mes hobbies, la famille et prendre mon temps pour faire tourner la boîte. Et puis l'hiver, je peux pas parce qu'en fait, le véhicule que je répare est stocké dans le garage d'à côté et il n'y a pas de chauffage. Ok. Donc, voilà. Voilà, un petit moteur rotatif. Du coup, on va finir la vidéo, les gars. Je remercie Alexis de m'avoir présenté son métier. Après, moi, je suis comme un gamin ici, hein, à savoir. Je suis trop fan de tout ça. Dès qu'il y a des moteurs et du gras, je suis content. Et parce que c'est un métier qui n'est pas forcément mis en valeur, donc ça me fait super plaisir de faire un reportage là-dessus. Et vraiment, je te remercie vraiment beaucoup. Merci à toi, Gaël, de t'intéresser un peu au métier, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de centre de formation là-dessus. Donc, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de centre. En Belgique, il y en avait un. En France, je pense qu'il est toujours ouvert. En Belgique, ils l'ont fermé parce que, voiture électrique, il y a 5-10 ans, ils se sont dit, arrête. Ouais, c'est un peu dommage, on est en train de perdre cette culture. De toute façon, la mécanique. La mécanique, même pas la mécanique, le métier manuel en général est en voie de disparition. Pour ceux qui s'y intéressent, les jeunes, les moins jeunes, que ce soit mon métier ou un autre, tous les métiers manuels se valent, on en a besoin. Demain, si on n'a plus de garagiste, on fait comment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais puis même, t'expliques bien, ça se voit, t'es quelqu'un de passionné de ton métier et tout ça. Ça fait beaucoup plaisir, vachement plaisir du moins, ça serait un peu mieux en français. Et ouais, moi c'est un kiff. J'ai l'habitude de rouler les bus ici devant chez toi. Donc t'imagines bien quand je passe devant chez toi, déjà la vitrine. Les questions, on se pose des questions, on se dit ils font quoi? Ouais, vraiment. Quand t'es pas du métier, moi je suis chauffeur de bus, donc tu vois bien. Oui, tout à fait. J'y touche jamais ça.
Donc je suis bien content d'être Voilà, ici. je n'ai jamais refusé de présenter l'atelier à un client qui est intéressé, qui est intrigué. Maintenant, voilà, les secrets du métier, voilà, on ne les explique pas toujours, les petits tips et Non, tout bah, ça. c'est logique. Mais bon, Il y a quand même de la concurrence, même si vous êtes de moins en moins. ouais, il y a du travail pour tout le monde. Je vais être Oui, honnête, après, oui, voilà. j'ai tellement de boulot, j'ai entre 3 et 6 mois de planning fait, donc Ah oui, quand même. ouais, pour l'instant c'est l'horreur, donc On mettra quand même dans la description l'endroit où tu es et ouais, ton pas de numéro, souci. si les gens sont intéressés. Si les gens qui ont des sont vrais intéressés, travaux. pas de souci, bah, vous pouvez me contacter. Un petit peu par Facebook, mais bon, je sais que Facebook de nos jours, ce n'est plus trop le cas. Ouais. Beaucoup par mail, par Mhm. téléphone aussi, mais j'ai un peu du mal de donner des devis et des prix par téléphone parce qu'il faut Ouais, réfléchir vraiment, et tout ça. ne faut pas appeler pour juste une question. Mais n'hésitez pas à envoyer un mail, je les regarde tous les jours et je ne skip pas les mails parce que c'est pas intéressant. Toute question est bien posée, il ne faut pas hésiter, quoi. Ok, pas de souci. Bon, bah merci à toi. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, j'espère quand même, on fait tout pour, bah, vous laissez un like, un j'aime et vous abonner. Et puis à la prochaine.